Bonjour, bienvenue à Flash sur Québec. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, alors je suis avec un petit gars de Forestville que peut-être que vous ne reconnaissez pas. Je suis avec Jean-Philippe Côté. Jean-Philippe, bienvenue. Merci Brigitte, bonjour Forestville, ça va bien? Mais ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Oui. En fait, Jean-Philippe m'a contacté et comme il est dans la région ici de Lévis et qui habite ici depuis quand même un bon bout de temps, il m'a dit si tu as besoin de quelqu'un, si tu as envie de faire des choses avec moi, des projets, je suis là. Alors, c'est notre première expérience ensemble, on est bien contents. Mais Jean-Philippe, j'aimerais ça, avant qu'on commence à faire notre émission d'aujourd'hui, que tu me parles un petit peu de toi, ton parcours, pourquoi, justement, tu es intéressé par la caméra, par les spectacles, les émissions, ces choses-là. Ça remonte à très loin, je dirais. J'étais haut comme 3 pommes, puis je jouais avec la caméra de mon père, puis je faisais des petits films, etc. Ensuite de ça, justement, la TV du littoral, j'avais fait un projet avec la Maison des Jeunes, puis c'est de là un peu que ça a découlé. J'allais faire après ça un peu de bénévolat à la TV. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu une collaboration avec eux. Et puis, fil en aiguille, j'ai fait des cours en cinéma, j'ai été aussi dans une agence à Montréal, j'ai fait de l'acting, j'ai fait de la pub, j'ai fait du mannequin. J'ai toujours un peu aimé ce petit côté showbiz, je dirais. J'ai fait des entrevues aussi pour la TV de mon ami, j'ai fait des vidéos YouTube. Puis c'est ça, quand j'ai vu que tu étais rendu dans le coin et que tu travaillais pour la TV, je me suis dit, peut-être qu'une collaboration, ça pourrait être le fun. Ben oui, de temps en temps, parce que je sais que tu es bien occupé. Alors, c'est justement, on commence aujourd'hui avec une première émission en collaboration avec toi. Et quand tu auras du temps, tu reviendras nous trouver. Ça va être le fun. C'est toujours un plus pour nous, puis pour les gens de Forestville, de voir quelqu'un chez nous qui se développe. Mais avant qu'on parle de notre sujet, il y a une autre chose que je veux te demander. Je sais que présentement, tu es sur un projet et j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Je vais effleurer un peu le sujet parce qu'on est en pleine production. Dans le fond, moi, j'ai été en contact avec un gars un scénariste, un producteur de Montréal. Il cherchait des gens pour jouer dans son film. Il fait un film sur les patriotes de la guerre de 1836-37, je crois. Ça raconte justement ce qui s'est passé dans ce temps-là, les différents discours qu'il y a eu, etc. Puis j'ai la chance de faire partie de ce projet-là qui est présentement en cours. Ça fait quand même 10 ans que le gars bûche sur le projet, donc il connaît son affaire et je crois que ça va être vraiment intéressant. Je peux pas trop en dire pour l'instant. OK, d'accord. À suivre. À suivre. C'est merveilleux. Alors, aujourd'hui, nous, on a décidé de parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment important dans la région de Lévis. Important. En fait, qui reste dans la mentalité des gens. Alors, je vais te laisser te présenter. Regardez, on va parler du passé il y a 2 secondes. C'est encore une histoire qui s'est passée dans le passé. Nous sommes présentement à Lévis, puis c'est l'histoire de la Corriveau. On va avoir la vraie histoire de tout ce qui s'est passé dans les années 1700, je crois. Et puis, c'est d'où a découlé les différents récits, les pièces de théâtre, les légendes. Alors, c'est ça. Donc, on sait très bien que les légendes partent toujours d'histoires vraies. Donc, nous, on va s'attarder sur la vraie histoire de Marie-Joseph Corriveau. Alors, à tantôt! Précisément à cet endroit que la légende commence. La légende de la Corriveau. Une femme avec un charme ensorcelant. Elle s'est mariée très jeune, à l'âge de 16 ans, avec un jeune agriculteur qui, lui, fut retrouvé mort d'une façon mystérieuse. Mais la jeune Corriveau n'est pas restée en peine très longtemps, car elle se remariée avec une autre personne qui, lui, est trouvée mort quelques mois plus tard. Une autre personne qui est trouvée mort quelques mois plus tard. Cette femme ensorcelle les hommes et les tue un par un. C'est à ce moment-là que les soupçons ont commencé à se lever contre la Corriveau. Elle était soupçonnée d'être une sorcière car tous ses maris disparaissaient un après l'autre de façon mystérieuse.
À partir de ce moment-là, je vais vous raconter la vraie histoire. Tout commence en février 1733, dans un petit village qui s'appelle Saint-Vallier, village qui longe le fleuve Saint-Laurent, fondé à la fin du 7e siècle. Après la naissance de la fille de Joseph Corriveau, Marie-Joseph Corriveau passe ses 15 premières années de sa vie tranquille à vivre une petite vie très normale. Elle est très jolie. À 16 ans, soit le 7 novembre 1749, elle va vivre un très grand changement. Elle va se marier avec un jeune homme de 23 ans, Charles Beauchamp, agriculteur. Ils se sont installés sur les terres du père de Marie-Joseph Corriveau. Leur mariage a duré 11 ans. Ensuite de ça, le mari est mort le 27 avril 1760. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Marie-Françoise en 1752, Marie-Angéline en 1753 et Charles en 1757. La Corriveau a donc une descendance et celle-ci vit encore aujourd'hui. Des rumeurs dans la ville ont commencé à se répandre sur la mort de son mari. Les rumeurs disaient qu'il se serait fait tuer dans son sommeil par sa femme et qu'elle aurait coulé du plomb dans son oreille. Marie-Joseph nie toutes ces rumeurs à ce sujet et l'enquêteur n'a pas assez de preuves pour l'accuser et prouver les oui-dire des villageois. Après 1 an et 3 mois, elle s'est remariée avec Louis Daudier, simple agriculteur de Saint-Vallier, mais comble du malheur, il meurt lui aussi le 27 janvier 1763. On le retrouve mort dans son écurie, la face éclatée supposément par son cheval. Le coroner et les villageois sont convaincus que Louis Daudier était sous la veille et il s'est retrouvé derrière le cheval qui lui a écrasé la tête. À cette époque, la ville de Québec, vous savez, a été fondée par Samuel de Champlain en 1608, ce qui crée la Nouvelle-France, un territoire français. Tout se passe bien jusqu'à la guerre de 7 ans, première guerre qu'on peut qualifier de mondiale, car il y a eu des batailles partout à travers le monde. Le 13 septembre 1759, bataille aux plaines d'Abraham, durée 10 minutes, victoire des Anglais. Dès le 8 septembre 1760, la Nouvelle-France tombe aux mains des Anglais. Et le 10 février 1763, avec le traité de Paris, la Nouvelle-France devient de Province of Québec. Alors, il faut comprendre que la mort de Marie-Joseph Corriveau se passe complètement sous le régime britannique. Finalement, Marie-Joseph Corriveau et son père, Joseph Corriveau, furent arrêtés par les Anglais. Joseph, son père, parce qu'il était dans la même maison que le couple, ils les ont amenés tous les deux à la Redoute Royale, prison depuis l'acquisition des Anglais, autrefois une grande fortification. Ils ont été enfermés tous les deux de 2 à 3 jours avant le procès. Joseph se fait vieux et faible d'esprit, et pendant ces 2 jours, Joseph et sa fille prennent le temps de bien parler avant le procès. Le 29 mars, les deux seront appelés à la Cour de justice, plus précisément au couvent des Ursulines de Québec. Le procès est composé de 2 officiers et d'un colonel, Roger Maurice. Le procès se passe, les questions posées, les réponses dites, témoins appelés. Le grand-père de Marie-Joseph Corriveau est appelé aussi à la barre. Il était le capitaine de la milice de Saint-Vallier et il a donné son point de vue car c'est lui qui a dû faire le rapport de la mort de Louis Daudier. Et selon lui, il a conclu qu'il était mort par accident et écrasé par le cheval. Le coroner, lui, a donné son point de vue aussi, mais lui avait un doute raisonnable sur la mort de Louis Daudier. Effectivement, la tête était bien amochée, mais il a réussi à prouver que la tête avait bien été attaquée par une fourche et non éclatée par le cheval. Il y a eu aussi Isabelle Sylvain, la servante de Joseph Corriveau. Elle, par contre, ses propos étaient contradictoires et ses versions changeaient souvent. Mais on a quand même appris de cette servante que Louis Daudier était violent avec Marie-Joseph Corriveau. Alors la servante est déclarée coupable de complice de meurtre et sera fouettée et marquée au fer rouge de la lettre P pour parjure. Marie-Joseph Corriveau recevra aussi 60 coups de fouet et sera marquée au fer rouge elle aussi.
20 coups de fouet donnés sous la Potence, 20 coups de fouet au marché de Québec et 20 coups de fouet à Saint-Vallier pour montrer à la population le danger de mentir et d'agir comme ça. Joseph Corriveau, quant à lui, sera accusé du meurtre de Louis Daudier. Avant la pendaison, il fait appel à un prêtre jésuite pour faire confesser tous ses crimes et se préparer à la mort. Plus tard, dans la soirée, il se confesse et déclare toute la vérité. Et le père jésuite lui conseille d'aller en parler aux autorités, ce qu'il fera. La vérité, c'est que ce n'est pas lui le meurtrier et il fait tout ça pour protéger sa fille. En réalité, c'est sa fille, Marie-Joseph Corriveau, qui a tué Louis Daudier avec la fourche. Alors, le 15 avril 1763 a eu lieu un deuxième procès. Le procès s'est passé très rapidement et conclu très rapidement. Le père est innocenté, Isabelle Sylvain, toujours punie par parjure et fouettée. Et le gouverneur James Murray, gouverneur de Province of Québec, dit « Marie-Joseph Corriveau sera pendue et mise à mort pour ce crime, et son corps sera suspendu dans des chaînes à l'endroit que le gouverneur croira devoir désigner. » La cage sera suspendue à la fourche des rues Saint-Joseph et de la Tente pour que tous les gens de la région et de Saint-Vallier voient ce qui est arrivé à la Corriveau. La cage et ce qui restait de Marie-Joseph Corriveau fut enterré près de l'église Saint-Joseph. Et c'est vers les années 1849, soit 86 ans plus tard, que fut retrouvée la cage par des fossoyeurs qui voulaient agrandir le cimetière. C'est dans l'église Saint-Joseph que fut exposée la cage de Marie-Joseph Corriveau, pour ensuite être vendue à Québec pour être exposée et ensuite à Montréal. C'est en 1851 qu'un cinéaste du nom de P.T. Burner a décidé d'acquérir la cage pour pouvoir l'exposer. Ce cinéaste de l'époque est aussi le créateur des cirques. Alors la cage, la fameuse cage de ce qui reste de Marie-Joseph Corriveau. En 1969, elle fut transportée au musée de Boston comme artefact. Ensuite, en 1899, elle se retrouve à Salem, au musée de Bicêtre, la ville des sorcières. La Corriveau, Salem, on a fait le lien bien facilement. Elle fut exposée de 1927 à 1931. Le reste du temps, elle a été au grenier, entreposée avec tous les restes de métal, de ferraille qu'on a pu retrouver. Ce n'est qu'en 2010-2011 que Claudia Mendez, guide touristique et membre du conseil de la Société d'histoire de Lévis, qui a retrouvé par hasard dans le grenier du musée de Salem la fameuse cage qui était entassée parmi des tas de ferraille. En 2013, la ville de Salem accepte de prêter la cage à Lévis pour fêter le 250e de la mort de Marie-Joseph Corriveau. Ce n'est qu'en 2015 qu'on a réussi à prouver que cette cage appartient vraiment à Marie-Joseph Corriveau. Elle est maintenant à l'abri dans les archives du Musée de la civilisation de Québec. Légende ou histoire? La Corriveau a marqué le Québec. Mais qu'est devenu les enfants de Marie-Joseph Corriveau après sa mort? À vous de le découvrir. La cage qui erre à la pointe de Lévis où les soirs on entend des craquements. Voilà la légende. Mais l'histoire, la vraie histoire, son âme a beaucoup, mais vraiment beaucoup voyagé.